S'il y a bien un personnage dans les récents chapitres et épisodes de One Piece qui a marqué l'esprit de tous les fans, c'est bien le personnage de Bartholomew Kuma. D'esclave à pasteur, révolutionnaire, roi tyrannique en passant par pirate, Shichibukai, puis ensuite pacifista et finalement machine dénuée de conscience, aujourd'hui on parle du personnage le plus tragique de One Piece. Dès sa naissance, Kuma n'a pas été épargné par la cruauté et l'injustice de ce monde. En effet, il est né esclave, parce qu'il appartient à la race des boucaniers du côté de son père. Il ne l'a pas choisi, il est né comme ça, et pourtant, toute sa vie, il va en payer le prix. Très tôt, à Marie-Joise, sa mère, pourtant humaine, se fera tuer par un dragon céleste. Et son père, lui, va jouer un grand rôle. Car c'est lui qui va lui transmettre ce qu'il sait à propos du guerrier libérateur de peuple, Nika, le dieu soleil, avec la danse qui va avec, juste avant de se prendre une balle. Et cette conversation, c'est le début de beaucoup de choses, parce qu'on sait que dans One Piece, les fruits du démon naissent de l'imagination et des croyances de l'homme. C'est la croyance qui permet de faire exister quelque chose. Il y a une célèbre phrase du philosophe Descartes qui dit « Je pense donc je suis ». Ici, la phrase serait plutôt « Je crois donc je suis », parce que c'est la croyance qui se matérialise. On en reparlera plus tard, vous verrez. Et donc, en transmettant cette légende à Kuma qui, à son tour, la transmettra, ça permet à Nika de perdurer dans le temps, et un jour peut-être refaire surface et sauver le monde. Mais pour l'instant, c'est pas gagné pour Kuma, qui est bloqué dans un monde où il est préférable de mourir. Aucun échappatoire possible, jusqu'à God Valley, où est organisée une chasse à l'autochtone. Mais là-bas, il verra enfin une lueur d'espoir dans cet enfer. Ivankov et Ginny, ses premiers amis. Kuma va jouer un rôle majeur dans cet événement, parce que grâce à son pouvoir, il va sauver plus de 500 personnes. Il a un nouvel objectif à partir de maintenant. Libérer le plus de personnes possible, parce que personne ne mérite de vivre ce qu'il a vécu. On lui a laissé deux choix dans la vie, vivre comme un esclave ou mourir. Et face à ce choix, il va pour la première fois protester, parce qu'il a désormais un rôle dans ce monde. Suivre les pas de Nika, parce qu'il n'existe pas de hiérarchie dans la valeur de la vie humaine. S'il existe des personnes importantes, c'est seulement parce que les gens ont décidé que ce sera le cas. Mais en réalité, esclaves, dragons célestes ou même membres du Gorosei, tous ne sont que des simples mortels à la base. Kuma va vivre les années les plus paisibles de sa vie avec Ginny au royaume de Sorbet. Il peut enfin manger à sa faim. Il peut enfin mener une vie décente. Kuma peut enfin pleurer. De joie cette fois-ci. Ensuite, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Non, vous y croyez pas du tout, hein. C'est ce qu'on aurait aimé pour le personnage, mais c'est pas ce qui va se passer. Ces traumatismes sont toujours là. Il refuse de se marier avec Ginny parce qu'il n'a pas oublié la manière dont sa mère a été réduite à l'esclavage en raison de sa liaison avec un boucanier, et il veut justement la protéger des problèmes que ça pourrait causer. Il n'hésite pas aussi à absorber la douleur des vieux de son village chaque semaine pour les libérer de leur souffrance. Il a toujours été comme ça. Il se porte toujours volontaire pour souffrir à la place des plus faibles, parce que son corps est plus résistant. Et c'est pour ça qu'il va admirer Monkey D. Dragon et rejoindre son armée révolutionnaire. Elle correspond parfaitement à ses idéaux. Se battre pour faire tomber l'oppression gouvernementale qui profite aux personnes importantes. Malheureusement, pendant une mission, Ginny va se faire capturer par un dragon céleste, pour être mariée de force. Pour la deuxième fois de sa vie, Ginny va subir la cruauté de Marie-Joise. Mais cette fois-ci, c'est pire, parce que ça va lui coûter la vie. Aux portes de la mort, elle a quitté Marie-Joise pour se réfugier une dernière fois dans l'église du royaume de Sorbet, avec la peau couverte de cristaux bleus et portant un enfant né d'un viol. Kuma n'a pas pu protéger la femme qu'il aime, mais cette fois-ci, il fait la promesse de considérer Bonnie comme sa fille et de la garder en vie quoi qu'il arrive. Un message récurrent dans One Piece, c'est que les liens du sang n'ont aucune importance. Être une famille ne se résume pas à avoir des caractéristiques génétiques en commun. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle Oda a dit qu'il n'y aura pas de romance entre Mugiwara, car ils sont comme une famille. Ce qui différencie Luffy d'un Gon par exemple, c'est que Gon a pour objectif principal de retrouver son père juste parce qu'ils sont directement liés par le sang, que c'est un hunter d'une grande renommée et qu'il veut comprendre les raisons de cet abandon. Luffy lui s'en fiche de son père. Il s'en fiche qu'il soit le plus grand des révolutionnaires, qu'il sauve des populations, il s'en fiche de sa renommée. Parce qu'il n'a jamais été là pour lui, il n'a jamais cherché à le rencontrer, il savait même pas qu'il avait un père, et limite ça aurait rien changé à sa vie qu'il sache qu'il a un père ou pas. Il accorde beaucoup plus d'importance à Shanks, qui l'a inspiré, sauvé et montré la voie vers son objectif. Et ce message avec les liens du sang, on le retrouve chez énormément de personnages. Nami, Chopper, Sanji, l'équipage de Barbe Blanche, Yamato, Ace, Sabo et Luffy, ou encore ce qui nous intéresse aujourd'hui, Kuma et Bonnie. Bonnie a du sang de dragon céleste, mais le sang de dragon céleste n'est pas un sang maudit, c'est un sang humain. Il n'existe pas de déterminisme qui va pousser Bonnie à se comporter comme un dragon céleste. Chaque personne est le produit de son environnement, de son éducation et de ses liens sociaux. Si Bonnie avait grandi à Marie-Joise, elle aurait probablement considéré Kuma comme un esclave. Et je trouve ça terrifiant rien que d'imaginer ça. En vrai, Kuma, quelque part, ça l'arrange que sa fille soit pas sa fille biologique. Parce qu'elle n'a pas de sang de boucanier et il peut être sûr qu'elle ne sera donc pas pourchassée par le gouvernement mondial pour cette raison. Comme Kuma n'a pas droit au bonheur, sa fille va finir par attraper la même maladie que sa mère.
Des pierres bleues apparaissent sous son œil. Il va alors quitter l'armée révolutionnaire et mettre tous les moyens en œuvre pour sauver Bonnie. Les médecins sont formels, sa maladie est incurable et elle mourra à l'âge de 10 ans ou plus tard. Lui qui a promis à sa fille de naviguer jusqu'à l'horizon avec elle, une fois qu'elle sera guérie, il ne pourra finalement qu'observer son état se dégrader avec les années. Mais ça, Bonnie ne le sait pas et c'est ce qui va lui permettre de développer son pouvoir et de prendre l'apparence d'une adulte. Parce que le fruit de l'âge est en fait le fruit de l'imagination. C'est en imaginant un futur possible qu'elle peut se transformer en une future version d'elle-même. Autrement dit, si Bonnie savait qu'elle allait mourir à 10 ans, elle n'aurait pas pu se transformer en une personne de plus de 10 ans, vu qu'il s'agit d'un futur impossible. On en revient donc à la phrase du début de la vidéo. Je crois, donc je suis. Je crois que je serai une adulte, donc je serai une adulte. C'est l'explication simplifiée de son pouvoir. Entre-temps, Kuma va devenir roi du royaume de Sorbet, en renversant le pouvoir tyrannique en place, mais paradoxalement, c'est lui qui sera considéré comme un roi tyrannique. Non pas par la population, mais par la propagande du gouvernement mondial. Forcément, un boucanier au pouvoir, ça dérange. Le roi Bécori va alors tenter de reprendre le pouvoir, mais bon, le résultat était le même que Napoléon lors de la bataille de Trafalgar et de Waterloo. Trafalgar, Waterloo... Trafalgar dit Waterloo. Et c'est après ça que Kuma sera pourchassé par la marine et va devenir un pirate. Il va désespérément voyager à la recherche d'un remède pour sa fille et sur recommandation de Dragon, il va trouver le Dr Vegapunk. Kuma est clair, pour soigner sa fille, il est prêt à pactiser avec le diable. Il va alors se soumettre aux 3 conditions que Saturne va lui imposer pour que Vegapunk s'occupe de sa fille. Devenir Shishibukai, devenir une arme au service de la marine et enfin le plus cruel, abandonner son libre arbitre et sa conscience, c'est-à-dire mourir et devenir leur pantin. Et il accepte sans hésiter, parce que la liberté de sa fille compte plus que la sienne. Il va aussi devoir rester à l'écart d'elle pour respecter sa part du marché. Il va donc écrire des lettres pour rester en contact avec elle, ce qui est un peu cocasse parce que Kuma c'est le personnage de One Piece qui a le moins besoin d'écrire des lettres, vu qu'avec son pouvoir il peut se taper d'une île à une autre assez rapidement. Mais là il n'a pas le choix. En plus, ses lettres n'arrivent pas à Bonnie parce que Alpha du CP8, qui la surveille, déchire toutes ses lettres. Il se passe quelque chose de bizarre et elle s'en rend compte. Elle part alors à l'aventure pour retrouver son père, en devenant partiellement Nika, grâce aux descriptions qu'elle a entendues à propos de cette légende. En parlant de Nika, Kuma va finalement le trouver, Luffy au chapeau de paille, celui qui a déclaré la guerre au gouvernement mondial, celui qui a frappé un dragon céleste, un acte de rébellion que personne n'avait fait depuis des centaines d'années. Il en est convaincu, c'est lui. Il va alors placer tous ses espoirs en lui et laisser sa marque dans son monde à travers ce jeune pirate. C'est sûr, un jour c'est lui qui sauvera le monde. C'est pour ça qu'il a décidé de protéger lui, son équipage et son bateau pendant leurs 2 années d'absence. Il est bientôt contraint de mourir, mais sans regret, parce qu'il a été un héros pour toutes les personnes qu'il a rencontrées. Il a tout sacrifié pour sa fille, il a tout sacrifié pour son île, il a tout sacrifié pour sauver le monde, un monde qui ne lui a rien offert. Il a passé sa vie à sauver les gens, mais lui, personne ne l'a sauvé. Kuma semble n'avoir jamais été libre. Réduit à l'esclavage, transformé en machine, il perd même sa conscience. Pourtant, à travers ses actions, il libère les autres et montre ainsi une forme de liberté intérieure. Selon Nietzsche, je cite Nietzsche, la vraie liberté appartient au surhomme, un être qui dépasse les limites humaines, affirme sa propre volonté et crée ses propres valeurs. Kuma, malgré les chaînes physiques et mentales, incarne cette puissance de volonté. Son amour pour sa fille et sa fidélité à ses idéaux dépassent les contraintes imposées par son corps. En ce sens, il n'est pas seulement un surhomme physiquement, mais aussi spirituellement. Sa volonté agit même au-delà de sa conscience, comme une force pure, libre, presque divine. C'est pour ça que sur Egghead, il a pu mettre à Saturne un coup qui porte le poids de toute la souffrance qu'il a accumulée durant sa vie. C'est face à ces 2 figures qui incarnent la liberté que Bonnie a pu devenir Nika, la vision de la liberté d'une enfant avec des rêves plein la tête. En ayant vu Luffy, elle sait désormais qu'elle a le droit d'aspirer à un tel degré de liberté. Sa croyance est source de réalité. Encore une fois, je crois, donc je suis. Je crois que je serai aussi libre que Nika, donc je suis aussi libre que Nika. Les vrais dieux existent, les vrais héros aussi. Ce sont les seules personnes importantes de ce monde. Ceux qui apportent la paix, pas la souffrance. Ceux qui bénissent, pas ceux qui maudissent. Ceux qui libèrent, pas ceux qui oppriment. Et c'est parce que la volonté de Kuma réside toujours quelque part dans son corps de boucanier, sans conscience, qu'il a enfin réussi, avec Bonnie, à voyager pour observer au loin l'horizon. C'est maintenant la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord si ça vous intéresse, abonnez-vous, partagez la vidéo, ça me ferait énormément plaisir, merci d'avoir regardé jusqu'au bout, prenez soin de vous, c'était Aizo, ciao.